Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours depuis chez nous. Donc, devant moi, sur mon écran et sur votre écran aussi, Philippe Glohagen, qui est fondateur en 1973 déjà du Guide de Routard. Donc, ça remonte à quelques décennies. Il en est toujours le président aujourd'hui, toujours patron. Vous avez toujours eu envie, bonjour Philippe Glohagen, et merci d'avoir accepté mon invitation. Et je suis ravi. Merci d'avoir pensé au guide des routards. Vous avez toujours eu envie de dédier votre vie professionnelle, votre vie d'ailleurs dans l'ensemble, au voyage. Vous avez jamais eu envie, à une époque, peut-être où vous étiez à l'époque sur les rangs de l'école ESCP Europe, envie d'une carrière plus classique, entre guillemets. Vous avez toujours été attiré par le... J'ai toujours en fait voulu être indépendant. Alors, je n'ai pas fait que le guide du routard, puisque dans ma vie, j'ai ouvert un restaurant, j'ai construit 2 hôtels, donc j'ai eu d'autres activités que le guide du routard, mais à chaque fois, je souhaitais, mon leitmotiv, c'était effectivement de voyager, mais de travailler par moi-même et donc d'être indépendant, soit en construisant des hôtels, ouvrant des restaurants, en étant indépendant. Ouais. On voit bien derrière vous, dans votre bibliothèque, le fameux, la petite statue du routard qui est culte. Ce terme de routard, justement, Philippe Glohagen, vous l'avez fait breveter, vous l'avez un peu inventé dans une certaine mesure. Comment est-ce le terme routard, au début, en 1973, correspondait à quoi et comment est-ce qu'il a évolué dans le temps jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2020? Alors en fait, c'était mon surnom. Je travaillais, étant étudiant à l'ESCP, pour le magazine Actuel, et le patron, Jean-François Bizot, ne se souvenait jamais de mon nom, et donc il m'appelait le routard. Et voilà, c'est devenu le guide du routard un petit peu par osmose. Ouais, et c'est devenu votre business, mais en termes de sémantique, si je puis dire, la définition d'un routard que vous aviez donné au début, est-ce qu'elle est aujourd'hui le routard? C'est quoi concrètement? Alors, le routard a évolué. D'abord, c'est un néologisme. Maintenant, il est rentré dans le Larousse, c'est vrai, peut-être dû à la notoriété de nos guides, mais en fait, le point commun des routards, nos lecteurs, ce n'est pas du tout voyager bon marché comme on le croit, puisque j'ai une clientèle haut de gamme. Vous avez des clients de l'agence Voyageurs du Monde qui sont des lecteurs du Guide du Routard. Je dirais d'abord que c'est le voyage en liberté. Qu'on Ouais. soit riche ou pauvre, le dénominateur commun, c'est quelqu'un qui voyage un petit peu par lui-même. Il part avec sa femme, il part avec des copains, mais disons que c'est le Guide du Routard, c'est le contraire du voyage tout organisé par rapport au voyage individualiste. Donc, ça peut être organisé par un tour opérateur. Hein, voyage, vous avez des tours opérateurs qui organisent très très bien ce genre de voyage, mais aussi nous avons des lecteurs qui organisent eux-mêmes leur voyage grâce à Internet, grâce à des contacts directs. Ouais. Comment est-ce qu'elle a évolué dans le temps, là encore, depuis que vous avez fondé le guide du routard? Comment la conception d'un guide du routard, la façon dont vous faites vos guides, que ce soit en Thaïlande ou en Bretagne, comment c'est toujours la même recette finalement pour faire un guide, ou alors là encore, ça a évolué, ça a changé? Ça, la vérité, c'est que le succès du guide du routard est dû à une compétence d'une équipe qui est assez importante, qui est assez lourde, puisqu'à la rédaction en chef, il y a 23 personnes responsables d'édition, qui sont donc responsables de pays, de zones. La rédactrice en chef de la France gère 60 titres, donc c'est quelque chose de considérable. Elle est évidemment aidée par toute une équipe, et à chaque fois, c'est la passion de la vérité, du renseignement revérifié. Ce sont pratiquement les seuls guides touristiques qui sont remis à jour chaque année. Donc, je ne vous dis pas les coûts au niveau des voyages. Nous avons même une agence de voyage intégrée qui n'organise des voyages que pour mes collaborateurs, donc que ce soit sur la France, que ce soit sur l'étranger. C'est un travail qui est considérable.
Là, vous dites, c'est amusant, vous parlez de mise à jour tous les ans des guides. Ça doit être d'autant plus difficile à tenir cette promesse, surtout dans les pays qui changent très vite et qui sont plus les mêmes, avec des restaurants qui ouvrent, etc. Tous les, tous les mois, tous les. Bien entendu. Alors, effectivement, quand il y a des pays qui sont toujours en rénovation, qui changent beaucoup, d'autres un peu moins, un des grands pays qui bouge systématiquement, ce sont évidemment les États-Unis, parce qu'ils ont eu un dynamisme, une rapidité de changement au niveau des commerces, des établissements, des restaurants. Je me souviens d'avoir repéré il y a quelques années le musée à San Francisco des jeans Levi's qui venait d'ouvrir. Et on a sorti le texte. 2 mois après, l'immeuble était détruit et remplacé par une banque. Donc ça va effectivement très, très vite, d'où l'importance de remettre systématiquement à jour. Nous organisons à peu près 200 voyages chaque année de collaborateurs qui sont de fins limiers, qui sont très spécialisés sur les destinations, qui généralement parlent la langue. Alain, responsable de la Grèce, parle grec, il est abonné à des journaux grecs, donc il y a une qualité au niveau du renseignement qui fait que on est très au fait des modifications. Vous dites 200 voyages par an environ. Un voyage type dure combien de temps, par exemple? Vous envoyez quelqu'un en Colombie, une équipe en Colombie, il reste combien de temps sur place? Alors déjà, jamais personne ne fait un guide en entier, puisque c'est considérable. Un guide, c'est plutôt de 3 à 5 voyages. Une équipe, c'est 2 personnes. Un rédacteur avec un adjoint qui va conduire, qui réserve les hôtels, les restaurants, qui s'occupe de la technologie du voyage. Il va payer les additions, il fait le plein d'essence, il a loué la voiture. Donc, ils partent toujours à 2. Et puis, pour visiter et tester un restaurant, 2 palais, c'est beaucoup mieux qu'un seul. Et ils partent, de ce que j'entends de votre description, ils partent un peu dans les mêmes conditions et avec la même approche ensuite les lecteurs du Routard partent même en voyage. Bien entendu, à part que nous partons, nous, avec un fichier d'adresse, des contacts sur place, on va, disons, c'est le même voyage en un peu plus rapide. Et puis le temps de baignade sur la plage est réduit souvent à néant parce qu'on a un travail qui est considérable. Je vais vous dire, c'est à la fois passionnant parce qu'on est payé pour se cultiver, pour rencontrer des conservateurs, souvent dans des conditions formidables. Hier, j'ai eu l'occasion de visiter pour moi le collège royal de Stéphane Bern dans le Perche, visite privée, absolument formidable. Il était fermé, mais il a ouvert pour nous. Voilà, c'est très concentré, c'est très dense, mais on n'a pas de temps à perdre. On a évoqué là surtout le livre physique, le guide du routard et aussi sur le digital, évidemment. Comment est-ce que vous avez, comment se concentrent les différentes activités en gros? Qu'est-ce que vous proposez comme service en plus sur le web, sachant quand même, j'ai l'impression que le routard, par ADN, c'est surtout le livre physique qu'on emporte avec soi, quoi. Oui, mais vous avez raison d'évoquer notre site routard.com. C'est un succès qui est considérable. Je l'ai créé en 2002, associé avec Arnaud Lagardère. Maintenant, c'est géré à 50-50 avec Hachette Livre. Ils ont une équipe complètement dédiée. Il y a une vingtaine de salariés, plus 20-30 pigistes. Donc, c'est plutôt un gros site qui vit, il est gratuit. Il ne vit que sur les bannières publicitaires et sur les clics. Donc, il est absolument autonome du papier, même s'il y a des liens et des ponts, évidemment, entre les deux rédactions.
Hmm. Donc cet été, on se dirige, vous, moi, peut-être vers un été un peu franco-français, vu que ce que nous oblige à faire la crise sanitaire dont on commence à sortir. Est-ce que vos guides donc de la Bretagne, du Vercors, de la Provence, toutes ces régions françaises, vous constatez déjà qu'il y a plus de ventes que d'habitude et un intérêt particulier des internautes et des lecteurs sur ces... Absolument, absolument. Je vais vous donner un seul chiffre. Vendredi, il y a 3 jours, il y a un libraire qui a commandé 800 beaux livres. C'est un gros livre de photos qui est vraiment peut-être mon ouvrage préféré. Ouais. 800 exemplaires à 35 euros. C'est quand même une somme. Ouais. Et il l'a commandé vendredi. Donc, enfin, les affaires reprennent d'une façon fantastique. Où je souhaite faire une petite précision par rapport à ce que vous venez de dire. Pour cet été, la France sera notre quartier de prédilection, mais il y a une ouverture, vous le savez, sur l'Italie qui est en train d'ouvrir ses frontières, l'Allemagne, la Suisse, et très progressivement, début juillet, vous aurez l'Espagne. Et ce sont des titres d'autant plus importants qu'en Espagne, nous avons 10 guides du routard, tout comme en Italie. Donc, en gros, si vous voulez, pratiquement d'ici un mois, tout l'espace de Schengen sera ouvert au tourisme français. Alors Philippe Gohagen, dernier petit point, vous avez été comme nous tous confinés chez vous. Est-ce que c'est pas la pire chose qui puisse arriver à un voyageur et à un routard comme vous d'être confiné chez soi? Non, pas du tout, parce que d'abord, je suis un homme du livre, j'adore lire. C'était l'occasion de lire des bouquins où je n'ai pas eu le temps. Donc, c'était un grand temps de lecture. J'avais sur Skype la plupart de mes collaborateurs. On a travaillé. En fait, il n'y a pas eu véritablement de changement au niveau professionnel, puisque dès septembre, vous allez avoir des guides du routard qui vont sortir, refaits à jour, donc sans problème. Il n'y a pas eu de temps mort, si vous voulez, et ce n'est qu'une péripétie. Et je dois dire que ce confinement chez nous, c'était pas grand-chose par rapport à la souffrance des malades et par rapport à ceux qui ont disparu et les difficultés formidables du personnel hospitalier qui a réussi à les surmonter. Dernière petite question et je vous laisse profiter de votre journée. Cet été, vous, c'est quoi le programme tout bêtement, Philippe Glohagen? Est-ce que ça, ou peut-être une petite suggestion, un petit conseil de voyage à faire? Écoutez, je vais vous dire, dans quelques temps, dès qu'on aura l'autorisation, je vais conduire mes petites filles à l'île de Ré. Retrouver des amis, on a une petite maison là-bas qui est notre maison un peu familiale, et ensuite, comme chaque année, nous profitons de nos vacances pour faire un petit voyage en région, dans des régions françaises, et nous en avons choisi 2, c'est l'Anjou et les Cévennes. C'est 2 régions absolument exceptionnelles que je connais déjà, mais j'ai vraiment un grand plaisir à y retourner. Relire des livres qu'on n'a pas eu le temps d'ouvrir depuis longtemps et retourner dans des terroirs français qu'on aime aussi et qu'on connaît déjà. Merci infiniment, Philippe Glohagen, d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt. Merci de m'avoir invité. Au revoir et bonne journée. Impeccable. Adrien, t'es là?